après cette cassure. Dien Bien Phu, ça nous a donné un certain espoir, en nous disant, tout de même, voilà les Indochinois, on les appelait Indochinois à l'époque, on ne parlait pas tellement de Vietnamiens. Le terme Vietnam est arrivé par la suite. Voilà des gens qui nous donnent une leçon. La bataille principale de Dien Bien Phu s'est déroulée alors que nous ne pouvions plus recevoir de renforts, que nous ne pouvions plus évacuer les blessés, recevoir des munitions et du matériel. Le 6 mai au soir, je suis allée aux nouvelles. On voyait très bien que la situation s'était beaucoup aggravée. Il y avait eu beaucoup d'attaques et de contre-attaques. Et le colonel anglais m'avait dit, cette nuit va être décisive. Il n'y avait plus de parachutistes. On a parachuté des volontaires de toute race, des Vietnamiens, des tirailleurs, des soldats, qui n'avaient jamais sauté en parachute. J'ai beaucoup admiré le courage de ces hommes qui ont tenu si longtemps dans des conditions si difficiles, et surtout le courage de ceux qui, n'étant même pas paras, se sont portés volontaires pour sauter sur les barbelés, dans les tranchées, pour venir au secours de leurs camarades. Parmi eux, certains sont tombés chez les Viettes parce que le camp retranché se rétrécissait comme une peau de chagrin. À la fin de la bataille, 20% seulement du ravitaillement, où les hommes qu'on nous envoyait en renfort, tombaient sur le camp retranché. Le reste tombait chez les Viettes. Moi, je peux vous dire, ce que j'ai ressenti d'abord, c'est l'impuissance où on a été de mettre tous les blessés à l'abri. Les brancardiers les posaient et allaient en rechercher d'autres. Et donc, il y a des blessés qui ont été à nouveau blessés et parfois tués. Et je pense que c'est ce sentiment d'impuissance à tous les protéger qui a été un sentiment vraiment très fort et très angoissant. Le commandement pensait faire une percée avec les troupes qui étaient encore valides. Mais tout le monde était très fatigué. 50% des combattants étaient blessés, plus ou moins gravement. En tous les cas, tout le monde était vraiment épuisé. Évidemment, cette percée aurait été sanglante, puisqu'on était très encadré, très entouré. Mais je pense que pour un soldat, la captivité, c'est la honte. Je me souvenais de la guerre de 40, où nous avons eu quand même beaucoup trop de prisonniers. Et je me disais en moi-même, quand j'étais jeune, entre 15 et 20 ans, je me disais, j'espère que tu ne seras jamais prisonnier. Le 7 mai, les Viet Minh s'emparent de la dernière colline de Dien Bien Phu. Ils ont sacrifié près de 10 000 hommes. Côté français, on compte plus de 1700 tués et 11 000 prisonniers. Les combats auront duré 2 mois. La bataille de Dien Bien Phu s'est terminée. Nous avons été envahis par une multitude de fourmis rouges. Des milliers de Viettes se sont descendus sur le camp retranché. Et là, vraiment, j'ai compris que nous n'avions aucune chance de nous en sortir. Cette colonne de prisonniers incarne l'ampleur de la défaite et l'humiliation de l'armée française. Ces images de soldats français défilant avec un drapeau blanc feront le tour du monde. Elles ont été données par le Viet Minh aux agences de presse, sans préciser qu'il s'agit d'une reconstitution. Toute la bataille de Dien Bien Phu a été filmée par un cinéaste soviétique. On défilait dans cette clairière. Et en haut, il y avait un espèce de perchoir, un mirador, où Carmen nous filmait avec sa caméra. Moi, j'ai cru que c'était un Américain, parce qu'il était blanc. Je me suis dit... Et puis après, j'ai appris que c'était un spécialiste de l'armée soviétique. Et il a suivi toute la bataille de Dien Bien Phu du côté Viet. Et à la fin de la bataille, il a recruté des tirailleurs, des soldats qui étaient captifs,
Et ils leur ont donné des drapeaux pour qu'ils donnent la fin de la bataille de Dien Bien Phu. La bataille de Dien Bien Phu, filmée par Carmen, c'est un montage pour glorifier le Viet Minh, qui n'avait pas besoin de ça, et pour abaisser les combattants français ou algériens ou marocains de Dien Bien Phu, qui n'avaient pas besoin de ça non plus. La défaite militaire du 7 mai 1954 à Dien Bien Phu a eu une immense résonance. En France d'abord, parce que même si les Français se désintéressaient de ce conflit qui paraissait lointain, néanmoins, après la défaite de 1940, voilà la défaite de Dien Bien Phu. Une seconde défaite qui touche, bien sûr, l'orgueil national, qui blesse, bien entendu, et qui, bien sûr, va profondément toucher la vie politique française, puisque, on le sait, le gouvernement français ne pourra pas résister. Je connaissais Mendès France. C'est lui qui a mis en garde contre la poursuite de la guerre d'Indochine. Il a été quand même le critique le plus valeureux, le plus constant de la guerre en Indochine. Contrairement, par exemple, à l'opposition communiste, Pierre Mendès France se situait à l'intérieur de la logique de la défense du monde occidental. Par ses écrits, par ses engagements, il a montré que cette question coloniale fonctionnait comme une sorte d'archaïsme dans l'histoire politique française et apparaissait peut-être comme un frein à la modernisation de la France. Mendès France disait la France s'épuise en Indochine et donc elle est en train de rater plusieurs choses, parmi lesquelles la construction de l'Europe, où la République fédérale allemande était en train d'avoir un essor impressionnant économiquement, pas encore politiquement, mais économiquement en Europe. Et donc la France risquait de rater le coche du leadership en Europe occidentale. Pierre Mendès France, c'est un homme qui, effectivement, avait compris que le fait de s'embourber dans un conflit en Indochine risquait effectivement de provoquer une sorte de déflagration au plan international, donc une détérioration des rapports Est-Ouest. Et la France serait au centre de cette détérioration des rapports entre monde communiste, monde capitaliste, tout ça entre guillemets, bien entendu. Et il ne voulait pas que la France soit entraînée, disons, dans cet engrenage, dans cette confrontation entre ces deux blocs qui se faisaient face à l'époque. Le 18 juin 1954, Pierre Mendès France devient le 19e président du Conseil de la 4e République. Il remplace Joseph Laniel et cumule 2 fonctions, celle de président du Conseil et celle de ministre des Affaires étrangères. Mendès France sait qu'il doit résister aux pressions du secrétaire d'État américain, John Foster Dulles, qui avait proposé de recourir à l'arme atomique. Le dernier samedi, avant la chute du gouvernement Laniel, auquel appartenait Georges Bidault comme ministre des Affaires étrangères, le dernier gouvernement auquel il est appartenu, j'ai entendu de mes propres oreilles Foster Dulles dire « Et si nous vous donnions une bombe atomique ?» Et presque aussitôt après, c'est tout à son honneur, je veux le dire, Georges Bidault m'a pris dans une embrasure de fenêtre et m'a dit « Croyez-vous que ce soit sérieux ?» J'ai répondu « J'espère que non. En tout cas, c'est une folie qu'il faut traiter comme telle. » J'avoue que j'ai eu peur de la guerre. Je savais qu'il y avait une flotte américaine qui n'était pas loin. Je savais qu'elle était chargée d'armes atomiques. Je savais que l'aviation américaine était sur le pied de guerre et qu'il n'était pas du tout exclu qu'elle intervienne autour de Dien Bien Phu avec les plus grands moyens, les plus meurtriers, les plus massifs. Ça n'aurait plus été une guerre locale, une guerre coloniale. Ça aurait été une grande guerre internationale. On a frôlé ça. Quelques jours après son accession au pouvoir, Pierre Mendès France part à Genève avec un objectif clair, conclure un accord avant le 20 juillet. Il s'assure d'abord du soutien des alliés occidentaux, le Britannique Eden et l'Américain Bedell Smith, qui remplace Dulles à Genève. Il cherche ensuite à convaincre les 2 autres grands qui ont soutenu le Viet Minh, le Soviétique Molotov et le Chinois Zhou Enlai. Le 10 juillet, Mendès France sait qu'un accord de paix est possible lorsqu'il s'adresse aux Français dans son allocution radiophonique hebdomadaire. Nul ne peut douter des intentions et de la politique de l'homme qui va parler pour votre gouvernement. Si à un moment donné je déclare à nos interlocuteurs que leurs propositions ne sauraient être admises, ils ne pourront pas s'y méprendre, c'est qu'elles seront inacceptables.
L'habileté de Pierre Mendès France est d'avoir rallié les 4 puissances à la nécessité de sortir de cette crise indochinoise et éviter ainsi une conflagration mondiale. Molotov et Zhou Enlai se sont transformés au fil des jours en ardents défenseurs d'un compromis. Ils pressent le Viet Minh à accepter le partage du Vietnam en 2 États et reconnaître les frontières des pays voisins, le Laos et le Cambodge. Les représentants du Viet Minh, la République démocratique du Vietnam, donc d'Ho Chi Minh, sont dans une situation où ils négocient militairement en position de force. Tous les observateurs disent à l'époque que si séparation du Vietnam il devait y avoir, elle aurait plutôt dû être au niveau du 13e parallèle, ça aurait reflété le véritable rapport des forces militaires sur le terrain. Mais les Chinois qui viennent juste d'être acceptés dans la communauté internationale ne veulent surtout pas en être éjectés rapidement. Et donc, les uns et les autres disent aux Vietnamiens, vous êtes bien gentils, mais l'unité du Vietnam n'est pas un enjeu suffisant pour remettre en cause cette coexistence pacifique qui est en train de s'esquisser ou en tout cas de s'affirmer. Il y a la volonté, disons, de faire en sorte que ce conflit ne provoque pas un embrasement ou un bras de fer avec les puissances occidentales, de sorte qu'ils vont contraindre, disons, les négociateurs vietnamiens à Genève à accepter un compromis. Ce compromis, c'est le 17e parallèle, c'est donc celui de la partition du Vietnam. L'accord du 21 juillet contraint le Viet Minh à retirer ses troupes au-dessus du 17e parallèle et partage le Vietnam en 2 États. Au nord, un État communiste, et au sud, un État qui sera très vite sous l'emprise américaine. Les 2 autres pays de l'Indochine française, le Cambodge et le Laos, sont également placés hors de l'influence communiste. La Chine est le principal artisan de cette concession du Viet Minh. La Chine voulait retrouver son rôle de centre du monde oriental. Donc, la voix du Viet Minh ne pouvait pas se faire entendre. Les populations vietnamiennes n'étaient pas satisfaites de cet accord. En effet, la victoire du Viet Minh sur le terrain militaire aurait dû aboutir à un meilleur accord que celui qui a été signé. Quand on joue aux échecs chinois, on a une expression, c'est une expression très familière en vietnamien, thi chot, ça veut dire sacrifier le pion. En arrivant à Paris le lendemain de la signature de l'accord, Pierre Mendès France savoure sa victoire avec les siens et ses plus proches collaborateurs. Il a sorti la France du bourbier indochinois dans les délais qu'il s'était fixés. À l'Assemblée nationale, où il reçoit un accueil triomphal, il tient un langage de vérité en déclarant « Cet accord est cruel parce qu'il consacre des faits cruels ». L'encre de l'accord de Genève n'a pas encore séché, que Mendès France pense déjà au feu qui se propage sur d'autres territoires de l'Empire. Pierre Mendès France sait qu'il faut aller vite sur un autre terrain, qui est celui de la Tunisie, et puis ensuite du Maroc. La Tunisie, bien sûr, parce que pour lui, il faut aller vite. L'agitation est très grande, elle dure depuis plusieurs années. Il est temps d'ouvrir des négociations avec les nationalistes tunisiens, notamment avec Habib Bourguiba. Il y a véritablement une lutte de libération armée qui ne prendra pas les mêmes proportions qu'en Algérie, bien sûr, mais il y a des véritables maquis qui sont en train de se former. Il y a des hommes armés qui commencent à harceler l'armée française et les forces françaises. Donc, il y a vraiment un climat d'insécurité et Mendès France a l'intelligence d'en sortir par le haut. 10 jours après avoir signé la paix en Indochine, Pierre Mendès France se rend en Tunisie. Il veut éviter un nouveau Vietnam. Il est reçu par la seule autorité tunisienne existante dans ce protectorat français, le bey de Tunis, qui est sans réel pouvoir. Le 31 juillet 1954, le président du Conseil ouvre la voie à l'indépendance en proposant une large autonomie aux nationalistes tunisiens. Pierre Mendès France a compris que l'empire colonial français est condamné. C'est de Tunis que vous parviendra ce très court message. Nos compatriotes, menacés par une insécurité de tous les instants, risquaient de perdre le fruit de leur labeur, parfois même la vie. De l'autre côté, un peuple élevé par nous dans le goût de la liberté souffrait parce qu'il se jugeait frustré
des droits dont nous lui avions nous-mêmes enseigné tout le prix. Il a en tête aussi de régler la question marocaine, notamment sur le retour possible du sultan du Maroc, mais il n'entrevoit pas de difficultés autour de la question algérienne. Pour lui, la question algérienne, comme pour l'ensemble de la classe politique française, est une question exclusivement franco-française, l'Algérie étant rattachée administrativement à la France, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie, du Maroc ou de l'Indochine. Dans le cas de l'Algérie, évidemment, les choses sont différentes. Il y a une communauté française en Algérie. Il y a l'émission de l'idée « l'Algérie, c'est la France », qui n'est pas une idée hypocrite, me semble-t-il. Je crois qu'il y a véritablement chez l'immense majorité des hommes politiques français, et ça va même jusqu'à une frange de la gauche et du Parti communiste, sont persuadés que l'Algérie, c'est la France. L'été 54 en Algérie, c'est un été très calme. C'est un été où les Européens vont à la plage, il y a la sensation d'être préservés des tourmentes qui agitent le reste de l'empire colonial. En cet été 54, les plages ne désemplissent pas dans la chaleur de l'été algérien. Tous les rapports de police font état d'un pays calme. Pourtant, dans un quartier populaire d'Alger, au Clos Salambier, une vingtaine d'hommes se réunissent clandestinement. Pour la plupart, ce sont d'anciens militants de l'organisation de Messali Hadj. S'inspirant de l'exemple vietnamien, ils décident de passer à l'action armée pour obtenir l'indépendance. Des jeunes, très jeunes, militants algériens, des nationalistes algériens, eux préparent une insurrection. J'ai toujours pensé qu'on n'arrivera jamais à l'indépendance sans le payer très cher. Ceux qui disaient non, instruisez-vous petit à petit, par réforme, vous allez arriver à l'égalité des droits et à l'indépendance. Moi, ça ne rentrait pas dans l'esprit. Ils vont par conséquent se réunir pour former un comité, le comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, le CRUA, qu'on a appelé le groupe des 22, c'est-à-dire de ceux qui sont partisans de régler les questions politiques internes du nationalisme algérien par le passage à la lutte armée. Je ne vois pas comment ça peut se régler d'une façon paisible. Et c'est pour ça que, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour Ferhat Abbas, sauf lorsqu'il disait qu'il n'est pas nécessaire de prendre les armes. Ferhat Abbas est l'autre grande figure du nationalisme algérien, avec Messali Hadj. Ce républicain, qui a siégé comme député au collège musulman de l'Assemblée algérienne, a longtemps cru aux promesses des gouvernements français. Malgré les multiples fraudes électorales dans cette Algérie coloniale, pour lui, le combat passe par les voies démocratiques. Ferhat Abbas sait que la violence couve sous l'apparente tranquillité du pays. Il rencontre Mendes France début août à Paris et le conjure de faire rapidement des réformes en Algérie. Il rencontre Père Mendes France pour essayer de dire bon, ça urge, il y a le feu dans la baraque, il faut faire quelque chose, il faut aller vers les réformes, il faut accélérer et tout. Mais c'était négliger la capacité des institutions de l'intérieur de l'Algérie. Bon. Les institutions coloniales étaient déterminées, elles l'ont montré d'ailleurs, à tout faire pour maintenir l'Algérie française. Et Ferhat Abbas, je crois, ne l'a pas suffisamment compris. Les plus déterminés des nationalistes algériens se tournent vers l'Égypte et son raïs, le colonel Nasser, pour trouver de l'aide. En 1954, Nasser est au sommet de sa popularité, 2 ans après avoir pris le pouvoir. Il fait de l'Égypte une terre d'accueil de tous les mouvements révolutionnaires arabes. Une délégation de nationalistes algériens s'établit au Caire pour préparer les conditions d'un soulèvement armé en Algérie. Parmi eux, Mohamed Yazid et Hossein Ait Ahmed. Yazid et Ait Ahmed étaient, je ne dirais pas tellement chouchoutés, mais enfin ils étaient là, bien installés, bien estimés, ils étaient chez eux au Caire. Les nationalistes algériens cherchent des points d'appui, bien entendu, mais ne veulent pas être inféodés à l'Égypte. Ils veulent, disons, simplement être aidés, politiquement, bien sûr. Ils cherchent des porte-voix. Et de son côté, Nasser considère
que l'Afrique du Nord est à la fois dedans et dehors par rapport à ce qu'on appelle entre guillemets le monde arabe. C'est un monde très particulier, un monde berbère, islamisé bien sûr, avec une pénétration occidentale très forte, et il y a par conséquent une certaine méfiance qui peut s'exercer à l'égard des pays du Maghreb, et notamment de l'Algérie, où la forte présence française a fait reculer, par exemple, la pratique de la langue arabe en Algérie. Nasser, je l'ai rencontré plusieurs fois, et j'étais le représentant de France Soir à cette époque, et il était assez, il avait une considération assez forte pour la France, en dépit du système colonial. Les Français ont longtemps refusé de regarder en face la guerre d'Indochine, qu'ils n'ont ni voulu ni vraiment soutenue. Après les souffrances et privations pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils savourent les bienfaits d'un début d'expansion économique. Ce n'est qu'après la terrible défaite de Dien Bien Phu que cette guerre, lointaine, longtemps ignorée ou occultée, entre en force dans l'imaginaire français. Une émotion largement médiatisée. Geneviève de Galard, qui a vécu l'horreur aux côtés des soldats, devient la figure emblématique des souffrances endurées. Après avoir connu le calvaire, cette infirmière connaît la gloire aux États-Unis, alliée de la France en Indochine. Elle est reçue en grande pompe et le président Eisenhower lui remet la médaille de la liberté. L'accueil a été très chaleureux et je me suis même rendu compte à quel point les Américains avaient suivi la guerre. Et je pense qu'ils en avaient un certain, pas complexe, mais peut-être regret. Ils finissaient par se rendre compte que ce n'était pas une guerre coloniale que nous menions, mais que c'était quand même une lutte du monde libre contre le communisme. Geneviève de Galard est érigée en symbole de la lutte des opposants au communisme. Les New-Yorkais lui réservent un accueil digne d'un chef d'État et la baptisent l'ange de Dien Bien Phu. J'ai été accueillie un peu comme une star, mais au début, moi, j'ai refusé. Les prisonniers étaient encore dans les camps et on avait quelques échos, ils étaient très maltraités. Le bilan de la bataille de Dien Bien Phu, ce Verdun exotique, est accablant pour tous les protagonistes, français ou vietnamiens. En ce mois d'août 1954, on découvre un autre calvaire, celui des camps Viet Minh. Sur les 11 000 soldats et officiers français prisonniers, plus de 60% mourront durant leurs 4 mois de captivité. Ceux qui reviennent sont des hommes affaiblis, faméliques. Ils seront tous photographiés par le service médical des armées, des photos qui renvoient à d'autres souvenirs. Beaucoup sont morts à 30 kilos, 35 kilos, parce qu'ils ne supportaient pas cette captivité, la physique, sans parler de la déchéance morale, parce que certains sont morts parce qu'ils ne voulaient plus vivre. Parce que c'était pour eux l'humiliation d'une vie. La perte importante ou l'état de santé lamentable, ça s'expliquait par beaucoup de raisons. Et parmi ces raisons, il y en avait qui étaient inévitables. Déjà, il y a eu beaucoup de pertes Viet Minh, non seulement par la guerre, mais aussi par une alimentation défectueuse, des conditions de vie intolérables, etc., etc. Et ça, ce n'était pas voulu. Il avait les mêmes que nous au point de vue effort physique, au point de vue presque nourriture, sauf que eux pouvaient mettre des herbes dans le riz, pouvaient mettre du piment, c'est important.
de temps en temps un petit morceau de viande. Nous n'avions que du riz sans sel, sans assaisonnement. Juste le 14 juillet 1954, le commissaire politique a organisé une fête et ce jour-là, nous avons eu la double ration de riz avec un morceau de viande grais grand comme un dé, mais on avait un petit morceau de viande. Non, le Viet Minh avait pratiquement le même niveau de vie que nous, mais il était du pays. Dans les mois qui ont suivi le partage du pays, des centaines de milliers de Vietnamiens quittent leur terre natale. Ils fuient le communisme, les humiliations du Viet Minh. Les candidats à l'exil, catholiques en majorité, espèrent trouver refuge au Sud-Vietnam ou dans les pays occidentaux qui les accueilleront au compte-gouttes. L'Occident découvre les images des premiers boat people qui accompagnent le départ des forces françaises. Le 9 septembre, l'Algérie est secouée par un tremblement de terre qui dévaste la région d'Orléansville, faisant 1300 victimes et 1 millier de blessés. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, se rend pour la première fois en Algérie. Tous les Français gardent leurs yeux sur les sinistrés, dit-il, pour rassurer les Algériens. Mais lui-même est inquiet par la situation qu'il découvre. Il sait que la compassion ne suffira pas à faire face aux difficultés de ce territoire français. À son retour, il confiera à Pierre Mendès France l'urgence d'engager des réformes. Cette question du tremblement de terre d'Orléansville, dans le fond, nous permettait de mesurer aussi l'état de sous-administration de l'Algérie à cette époque-là, c'est-à-dire la question de l'acheminement des secours, les problèmes de construction, de reconstruction, enfin, toutes ces questions-là montraient quand même une certaine, disons, mise à l'écart de l'Algérie dans l'administration, dans la conduite des affaires pratiques de ce pays. Et c'était seulement quelques jours avant que la terre ne tremble, mais cette fois-ci différemment. Le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint, l'Algérie est secouée par une vague d'attentats. Une organisation jusque-là inconnue, le FLN, Front de Libération Nationale, revendique ces opérations. Le souffle de Dien Bien Phu se fait sentir. Des nationalistes algériens sont passés à l'action armée. La consigne de ne tirer sur aucun civil, européen ou musulman, n'est pas respectée. On dénombre une dizaine de victimes. La nouvelle va surprendre tout le monde, y compris la plupart des nationalistes algériens. C'est une grande nouvelle. Ce matin-là, tout le monde était... nous étions sur la braise. On n'a pas les chiffres précis du nombre de militants en armes qui s'étaient engagés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'étaient pas très nombreux et ils n'étaient pas très bien armés. Nous ne savions pas ce qui s'est passé. Enfin, on a appris qu'il y a eu des attentats, mais quoi? On s'est bien dit que c'était des attentats commis par des résistants. Mais qui sont-ils? Quel est l'objectif? Pourquoi? On ne le savait pas. Du côté des Algériens, ceux qui se doutaient, ceux qui savaient, ceux qui se préparaient étaient minoritaires et marginaux. Donc on peut dire d'une certaine façon que... il s'agit du 1er novembre, une manière d'immense coup de poker. Mais en même temps, on peut dire que par rapport à ceux qui ont pris l'initiative de l'insurrection, il y avait peut-être une manière d'incroyable lucidité sur l'état de la société. C'est une folie, mais s'ils tiennent, pourvu qu'ils tiennent 6 mois, s'ils tiennent 6 mois, l'affaire est gagnée. La guerre d'Algérie durera près de 8 ans. D'importants renforts sont envoyés de la France métropolitaine. Une guerre sans nom commence. Mais le gouvernement affirme que ce ne sont que des opérations de police, de maintien d'ordre. Pour les officiers français, blessés par leur défaite en Indochine, les événements algériens sont une répétition, un nouveau front dans leur combat contre le communisme. Un combat qu'ils veulent à tout prix gagner. Ils avaient une grille d'analyse idéologique qui était celle du communisme et de l'anticommunisme. Dans le cas algérien en particulier, ou marocain, ou tunisien au sens large, ou égyptien,
qui n'appartenaient pas à l'empire colonial français, mais qui participaient d'un mouvement d'ensemble, derrière cette question-là, il y avait une autre question qui était beaucoup plus importante, qui était celle de la question nationale et de la question religieuse ou de l'islam. Et ce n'était pas la même chose. La grille de lecture ne pouvait pas être la même. Or, ils ont pratiquement plaqué la même grille de lecture de l'Indochine sur l'Afrique du Nord ou sur l'Algérie. J'ai eu connaissance d'un officier nord-africain qui accueillait les Nord-Africains à la Libération, à Hanoï. Et dans son rapport, il disait que la plupart des prisonniers nord-africains, il était bien placé puisqu'il les a interrogés, étaient acquis à une guerre de libération. Parce qu'ils avaient compris que pour avoir l'indépendance, toutes les parlottes, les conférences internationales n'aboutiraient jamais et qu'ils ne pourraient avoir l'indépendance qu'au bout du fusil. En Algérie, l'insurrection armée prend de l'ampleur en quelques semaines. Le ministre de l'Intérieur cherche à contenir l'embrasement. Nous sommes donc au milieu du 3e jour de ce trop bref voyage à travers la région qui a le plus souffert de la tentative insurrectionnelle manquée. Pour François Mitterrand et Pierre Mendès France, l'Algérie, c'est la France. Ils savent que des réformes sont nécessaires et promettent l'égalité. Mais il n'est pas question de négociation avec les insurgés ou d'autonomie, comme en Tunisie. Il y a un véritable fossé entre un Mendès France acceptant l'inéluctable en Indochine et un Mendès France s'accrochant becs et ongles à une Algérie française. Il ne mettait pas sur le même plan la question de l'Algérie avec le reste de l'Empire, puisque pour lui, encore une fois, comme pour la quasi-totalité de la classe politique française, il n'y avait pas la possibilité de la séparation. Mendès France est partisan de réformes. Il préconise déjà, contre les plus conservateurs des pieds noirs, il préconise déjà un certain nombre de trains de réformes. Le 5 février 1955, Pierre Mendès France se retrouve seul sur le banc du gouvernement à l'Assemblée nationale. Au fil des semaines et des violences en Afrique du Nord, sa majorité s'est effritée. Après avoir été applaudi pour avoir mis fin à la guerre d'Indochine, on l'accuse désormais d'avoir bradé l'Empire. Il s'en va. Mais le nouveau gouvernement devra faire face à cette poussée nationaliste chez les peuples colonisés. Le nouveau président du Conseil, Edgar Faure, poursuit l'œuvre de Mendès France. Il signe avec les Tunisiens un accord d'autonomie qui aboutira à l'indépendance complète en 1956. Au Maroc, la spirale de la violence se poursuit. Les Marocains continuent à réclamer le retour de leur roi, qui ne reviendra qu'à la fin de 1955. En Algérie, la guerre s'intensifie au cours de cette même année. Le gouvernement décrète l'état d'urgence dans plusieurs régions et donne les pleins pouvoirs à l'armée. Si on regarde le temps qui se passe entre le moment où l'encre des accords de Genève a séché le 20 juillet 1954 et le 1er novembre 1954, je crois que ça fait exactement 100 jours. Ce sont les 100 jours de l'Empire colonial. Et donc il y a effectivement... alors c'est un lien qui est de cause à effet. Aujourd'hui, la lucidité a posteriori est toujours facile. À l'époque, évidemment, tout le monde ne pouvait pas en être conscient. La victoire de Dien Bien Phu a été un exemple. Une impulsion donnée à toutes les luttes de libération nationale en Amérique du Sud et en Afrique, comme en Algérie. Je pense que la victoire vietnamienne y a apporté une grande contribution. Parce que ça démontre que les Occidentaux ne sont pas invincibles. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était important. Au début de l'année 1955, la plupart des pays d'Asie sont indépendants et une longue période de décolonisation commence en Afrique. C'est dans ce contexte qu'une trentaine de dirigeants de ces nouveaux États se retrouvent à Bandung, en Indonésie. Chou En-lai, qui avait hissé la Chine communiste parmi les grandes puissances, vient à Bandung rallier la cause des peuples opprimés. Nehru, Premier ministre de l'Inde, est une autre figure centrale de la conférence. Il s'active pour que celle-ci se déroule à distance de la guerre froide que se livrent l'Union soviétique et les États-Unis. La décolonisation est le thème central de ce rassemblement orchestré par le président indonésien Soekarno.
l'une des figures charismatiques de ce que l'on appelle désormais le tiers-monde. De nombreux mouvements nationalistes y ont dépêché leurs observateurs. Les représentants de Tunisie, du Maroc et d'Algérie obtiennent un important soutien à l'indépendance de leur pays. La décolonisation, elle est déjà bien entamée. Lorsque existe la conférence de Bandung, l'Inde a accédé à son indépendance politique. Il y a eu la partition avec le Pakistan. Donc on voit quand même que les grands empires coloniaux sont très largement fissurés. Donc j'allais dire le coup de boutoir décisif de l'année 54 avec Dien Bien Phu, ce qui se passe en Afrique du Nord et naturellement ce qui se passe à Bandung, c'est la possibilité, disons aussi, de donner un signal très fort au reste de l'Afrique. Bandung a été pour nous quelque chose d'important parce que nous savions que les délégués de Bandung sont les représentants d'1 milliard d'individus à peu près, et qu'il y ait parmi eux 2 représentants du FLN qui portaient la voix de l'Algérie combattante. Le FLN n'était pas encore une organisation représentative ou représentée. Et ce qui existait, dont on parlait, c'était la délégation de Tunisie, la délégation du Maroc. Bon. Et ils ont fait jonction. Et ils ont suffisamment bien travaillé pour qu'il y ait une référence au droit des Algériens à l'autodétermination dans les résolutions de Bandung. C'est un moment clé dans l'histoire de la diplomatie du Front de libération nationale. Et en fait, quand on y réfléchit bien, d'une certaine façon, Bandung, c'est la deuxième naissance du Front de libération nationale. Pourquoi? Parce qu'elle lui redonne sa stature politique. La conférence de Bandung, c'est une redistribution des cartes sur le plan international. Bien sûr, les acteurs qui sont présents à Bandung à cette époque, en avril 1955, n'ont pas encore, bien sûr, complètement conscience. Mais c'est un marqueur essentiel dans la redistribution des cartes au plan mondial, puisque à l'affrontement classique Est-Ouest, qui s'est installé grosso modo depuis 1945, vient progressivement se superposer un autre type d'affrontement et d'émergence entre le Nord et le Sud, avec l'apparition de toute une série de nouveaux leaders politiques, venant de l'Inde, venant de Chine, venant d'Indonésie, venant d'Afrique du Nord, venant du Vietnam. On a une troisième force qui semble exister entre bloc communiste et bloc capitaliste. La conférence de Bandung, à peine achevée, cette troisième force commence à se fissurer. L'Égyptien Nasser et l'Indien Nehru contestent la prééminence de la Chine communiste. Ensemble, ils se rendent dans plusieurs pays d'Asie pour défendre une politique de non-alignement avec les 2 blocs, communistes ou occidental. En Birmanie, Nehru et Nasser revêtent les costumes locaux et s'adonnent aux joies d'une fête bouddhiste. Un monde colonial se meurt. Le réveil des identités et le retour aux traditions accompagnent l'émergence de ce nouveau monde. Ce soir sur les chaînes Planète